dois dire clap. 50 ans après mai 68, où sont les nouveaux révolutionnaires ? Nous sommes partis à la rencontre des nouvelles figures de l'écologie. Première étape, le Périgord. Mathilde et Édouard Cortés vivent avec leurs 4 enfants la décroissance au quotidien. Après avoir sillonné les routes pendant de nombreuses années, cette famille a décidé de s'installer dans une ferme, cultive son potager, élève son troupeau et fait l'école à la maison. À quoi je sers si je ne transmets pas aux générations futures ? Alors transmettre, j'ai pas grand chose à transmettre d'un point de vue technique parce qu'on est des débutants dans l'écologie, dans la permaculture, mais transmettre une certaine art de vivre, une certaine philosophie. Je pense que par rapport à mai 68, il y a peut-être des mêmes ressorts que ceux qui sont partis sur le Larzac ou élever, je connais une famille qui est partie sur le Causse de l'Hivernon, élever des chèvres. Il y a les mêmes ressorts, c'est-à-dire la fuite d'une société de consommation, la fuite d'une certaine folie du monde, d'une accélération du monde et l'envie de se retirer du monde. Donc ça, c'est les mêmes ressorts. Maintenant, je crois que bien des années après, on ne donne pas les mêmes réponses, c'est-à-dire les néo-ruraux ou ceux qui retournent à la terre ne donnent pas les mêmes réponses. On a, je pense, plus de recul. En revanche, c'est intéressant de se dire qu'il y a eu des pionniers et que ces pionniers nous ont ouvert une voie. Mais c'est ceux qu'on ne voit pas, c'est-à-dire c'est le mai 68 invisible, c'est le mai 68 qui a été oublié et c'est peut-être tant mieux d'une certaine manière. C'est la révolution par les semences que l'on plante qui me semble être un acte révolutionnaire. Quand on plante une semence non hybridée dans un petit pot, qu'on le sème ensuite en terre, que ça grandit, voilà une révolution infiniment plus forte que celle de vouloir retourner les choses, de vouloir déraciner les choses. On plante nos légumes, on a notre viande, nos œufs. Et puis on a des moutons, un troupeau de brebis pour faire de la viande et puis un petit peu de laine. Le projet justement c'est de rester petit parce que c'est rester à taille familiale. Déjà c'est là où on trouve le plus de satisfaction. Ouais. Et puis 2, c'est aussi une fabuleuse école pour les enfants. Super. Je fais tout ça. Non, on met ça dans la famille. Ça fait une surprise, ce sera génial. Toi, tu me fais quoi, des dinner plates? Okay. Ce qui est super là avec les semis, c'est que les enfants, ils voient une graine. Et de la graine, ils vont voir ensuite ce petit germe qui sort. Et puis après, ils iront le planter, ils vont le voir pousser, ils iront cueillir le fruit et puis le manger. Et c'est vrai que ça, c'est fabuleux pour des enfants. Ça montre tout le cycle du vivant. C'est très concret et c'est fabuleux pour. C'est vrai que c'est une école de vie absolument géniale. Un potager, il n'y a pas mieux pour comprendre la vie. C'est vrai que chaque après-midi, on a toujours un moment dehors, soit de travail au potager, soit d'observation de la nature, soit de balade ou de cueillette et du coup c'est vrai qu'on a cette chance en vivant ici de pouvoir être énormément dehors. Alors, il faut un message. En route vers le Cantal, nous partons à la rencontre de Simon Charbonneau, le fils du célèbre écrivain et ami de Jacques Ellul, Bernard Charbonneau. Chez les Charbonneau, la critique du progrès technique et du productivisme qui ravage les campagnes est chevillée au corps. De père en fils, on lutte contre l'idéologie moderne par excellence, le développement. Pour Simon, le moyen efficace pour résister au dogme de la croissance, c'est montrer l'exemple par l'enracinement et la transmission. On a une société, je veux dire, qu'il y a une inertie, et l'inertie, ce que mon père appelait le développement. Ça va au-delà de la croissance, hein. C'est multiforme et ça va toujours dans le même sens, quoi. En tant que chasseur et pêcheur, j'ai vécu ce qu'a vécu mon père. Et donc la dégradation toujours
régulière de la situation. Parce que là, il y a la route. Il y a des choses qui maintenant sont très difficiles à transmettre. C'est ça ce qui est terrible. Ça, c'est une perte terrible, ça. Il y a des choses qu'on ne peut plus expliquer à des nouvelles générations. Ici, je veux dire, quand j'étais à la campagne, eh bien, il y avait toute une vie à la campagne. Il y avait les paysans avec leurs bêtes. Il y avait de la faune sauvage et on voyait disons des lapins un peu partout, des lièvres, voilà, et ça c'est inimaginable, quoi. C'est difficile à raconter, voilà. Des cucurbitacées, voilà, c'est ça. Résister à la fatalité. C'est au Larzac que la résistance s'est magistralement organisée il y a près de 50 ans. Depuis, certains, comme José Bové, se sont installés durablement. Disciple de Jacques Ellul, le célèbre faucheur d'OGM nous a reçus chez lui à Montredon. On a causé révolution et résistance au tout technologique. Et ça, c'est bien. Ici sur le Larzac, moi j'ai été zadiste ici à Montredon. Alors on appelait ça squatter à l'époque. Et ces mouvements d'occupation de terre, donc ces actions illégales mais légitimes, ont été appliquées dans beaucoup d'endroits. Les occupations d'immeubles, ça s'est fait énormément à travers l'histoire, notamment dans le mouvement ouvrier, quand les gens étaient chassés de chez eux. Je pense que c'est intéressant, c'est qu'en fait, on a ces deux mots comme ça qui se renvoient, progressiste d'un côté, réactionnaire ou conservateur de l'autre. Les deux renvoient à des idéologies tout à fait singulières, puisque l'idéologie du progrès, là, je dirais que ce qu'il a défini le mieux comme idéologie, c'est Auguste Comte, avec cette fameuse phrase qu'on trouve sur le drapeau brésilien, ordre et progrès. Et donc les deux vont ensemble. Et parfois on dit que progressiste peut-être serait en dehors des logiques d'ordre. Au contraire, plus on rentre dans une logique de progrès dans cette idéologie, plus il fait un ordre parce que rien ne doit dépasser. Et que c'est donc une marche en avant et qui est programmée de manière scientifique, comme l'était le communisme par Lénine. Eh bien, on a la même logique avec le progrès scientifique, et Auguste Comte, là-dessus, c'est le summum. Donc voilà, vive Auguste Comte, c'est le progrès. Et puis après, on a de l'autre côté, réactionnaire, conservateur. Et là, c'est pareil. Là, j'ai l'impression aussi qu'on est dans une logique, alors non plus de progrès quadrillé, mais dans une logique de renvoi, soit à l'âge d'or. L'âge d'or, personne ne sait le définir, parce qu'en fonction de chacun, on va trouver un âge d'or, mais qu'a priori, personne n'a jamais vécu. À moins de dire, quand j'étais jeune, c'était mieux, mais là, c'est les vieux cons. Donc c'est vrai que ça, chaque génération, on va dire, de notre temps, c'était mieux, les chanteurs avaient de la voix, le poulet avait du goût, enfin, je ne sais pas quoi. Mais c'est toujours mythifié à un moment donné. Pareil, à quel moment on s'arrête? C'est-à-dire que, est-ce qu'on veut revenir à un ordre social précédent, à un ordre technique précédent, à des structures différentes, des hiérarchies de valeurs différentes? Ça n'a pas beaucoup de sens. Et quand on dit conservateur, moi c'est un mot qui me gêne, parce qu'on conserve quoi? Des légumes en boîte? Ou est-ce qu'on conserve un monde au sens du conservateur du Muséum d'histoire naturelle, où donc on aura des magnifiques squelettes des humains pré-progressistes? Ça serait peut-être pas mal à voir. Est-ce qu'ils sont différents de squelettes? J'en sais rien, ou du cerveau? Ou est-ce qu'on renvoie, comme moi souvent je l'ai un peu décrié, à cette notion de nature sauvage qu'on préserve, comme dans les parcs naturels américains, où tout le monde se rue dans ces parcs naturels et trouve ça extraordinaire que les animaux gambanent sur des centaines de milliers d'hectares, sauf que pour que ça se fasse, on a d'abord tué les Indiens qui y habitaient. Donc, ce conservatisme-là ne me va pas non plus. Donc voilà, alors certains peuvent être nostalgiques d'un ancien régime, mais encore lequel? Est-ce qu'on s'arrête à Louis XVI? Est-ce qu'on remonte à Charlemagne? Pourquoi pas les Romains? Mais à quelle époque de la Rome? Tu comprends bien? Ou est-ce que c'est les Grecs, les Phéniciens? Va savoir. Donc tout ça n'a pas de sens. On vit à un moment donné,
Et face à ce moment donné, on doit faire face à un certain nombre d'engagements. Et ces engagements, il n'y a que nous qui pourrons les mener face à, je dirais, à cette espèce de déferlement technique, ou soit à ce contrôle permanent qui se renforce puisque l'un ne va pas sans l'autre. Et on a cette chose qui n'a jamais été réfléchie avant, parce que c'est un concept qui était inimaginable, je dirais, même il y a encore 50 ans, qui était la finitude du monde, et le fait qu'effectivement on a des réserves limitées, et on peut être à la fois dans une situation de destruction de la planète, d'un emballement climatique, ou d'un appauvrissement des ressources, qui peuvent d'ailleurs être liées l'une avec l'autre, auxquelles on n'est pas capable de faire face. Donc, comment on répond par la liberté à ça? Parce que si on ne le fait pas par la liberté et qu'on ne fait pas la transformation nécessaire avant qu'on arrive dans cette situation inéluctable, ça sera sous la contrainte. Et donc là, la logique de la contrainte se fera non plus au nom d'un ordre politique qu'on désignera en fonction et les gens se battront dessus, mais au nom de la préservation de l'espèce sur Terre. L'homme peut se retrouver demain dans un cauchemar totalitaire qui se fera non pas au nom d'une idéologie de droite, de gauche ou de je ne sais quoi, mais au nom de la préservation de l'espèce sur la Terre. Et là, vous êtes dans la merde. Hein. Mais je crois que c'est un peu vrai quand même. Hein. Ouais, c'était rigolo que j'ai trouvé ça sympa. Tu vois. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas appelé. Prendre la relève. Un mode de vie plus sain, plus juste et plus durable est possible. Encore peu répandu en France, les habitats partagés sont une alternative au gaspillage d'espace, de nourriture et donnent la possibilité concrète de recréer du lien et de construire une communauté. Rendez-vous dans le Gers, à Auch, où Benoît, Mélodie Rinquin et leurs enfants projettent de vivre autrement. Moi c'est Mélodie, j'ai 26 ans, j'ai 2 enfants et demi. Moi c'est Benoît, j'ai aussi 26 ans, un mois près. Je suis enseignant à mi-temps. Il est prof à temps partiel, mais quelque part il est aussi père au foyer à temps partiel. Quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait à la maison, ça permet en fait de faire plus de choses à la maison que ce que font beaucoup de familles. Donc, il cuisine tous les repas. Bon, c'est lui qui fait les courses aussi, certes, mais voilà, il gère la vie domestique, il va chercher... Les yaourts. Oui, voilà, des choses en plus, il fait la lessive. Ça nous permet de nous distancier d'un certain nombre de choses qui sont sous-traitées par les autres familles, soit à quelqu'un, soit à la société de consommation. Quoi. Dans la structure sociale qui a été détruite, il y a des cellules qui ont sauté. Les cellules familiales au-dessus de la cellule nucléaire, elles n'existent plus. Et ça manque. Mais justement, la médecine, ça le fait l'expérimenter. C'est-à-dire que quand on voit un bébé en néonate, c'est les parents qui se retrouvent avec 2 gosses et aucune famille à côté qui va rester à la maison avec les 2 gosses, qui va rester à l'hôpital avec le bébé en néonate, le couple il devient quoi, le travail il devient quoi. Tout explose parce que dans une situation difficile, on a besoin d'avoir un soutien. Ce soutien extérieur, voilà, il n'y a plus de matrice. L'idée, c'est de recréer volontairement cette matrice avec des gens qui sont dans cette démarche-là. C'est souvent des hameaux ou des voisinages, en fait, où il y a un système d'entraide qui se remet en place. On n'est pas tout seul en cas de pépin, mais on n'est pas tout seul au quotidien aussi. Et globalement, de toute façon, on partage tout ce qu'on peut partager dans la mesure où puisqu'on se lance dans ce type de projet, c'est qu'on a envie de partager quelque chose. Moi, ce qui me parle effectivement, c'est pas de partager une maison, ça c'est mort. Je sais que ça m'a beaucoup fait peur. Voilà. Il y a des gens, voilà, c'est chacun chez soi, on a tous une intimité, un cadre. Notamment dans le jardin, on va laisser une partie qui sera le jardin privatif avec, si tu as envie de te bronzer la pilule, dorer la pilule tout seul, tu le fais. La priorité, c'est la famille. Et après, de mettre en commun donc, des espaces, je pense notamment, on verra comment ça se précise sur la maison, mais le garage, l'atelier, les choses comme ça. Et surtout le jardin, la partie potager, verger, enfin toute la partie comestible. Je sais pas si c'est vraiment comestible. Et puis il risque d'y avoir une surface de bois, d'avoir des cabanes dans les arbres, des machins partagés comme ça. C'est beaucoup plus sympa que de les garder. Voilà. Tout ce qui a une plus-value quand on le partage, sera partagé. Quoi. Voilà. Direction le Béarn. De l'autre côté des Pyrénées vit Dominique Ellul, la dernière des 3 enfants de Jacques Ellul.
Femme de pasteur, écologiste, Dominique a passé ses 20 dernières années à tenter de faire rééditer l'œuvre de son père. Elle y est parvenue, et c'est bien grâce à elle que notre génération connaît l'auteur du système technicien. Cette ancienne marin nous a reçus chez elle pendant 2 jours où nous avons parlé de transmission, d'enracinement et de contestation du pouvoir. Bienvenue chez les Lules. À partir des 50 ans de 1068 où on s'inspire de la pensée libertaire. Donc la première question toute bête que je vais vous poser, c'est sur 68, vous étiez plutôt pour, plutôt contre, quel côté de la barricade Ouh, j'étais à l'océan. J'en ai profité pour aller me promener à l'océan. Les barricades, je sais pas, c'était un combat qui ne m'était pas particulièrement personnel. Comment pour vous 68 à l'époque c'était quoi? C'était le combat plutôt... En fait c'était rien, c'était les vacances. Ouais. Moi 68 c'était 68 à la maison tous les jours, alors on s'en foutait de 68. Ouais. Nous on a appris à être libre, donc ça nous parlait pas. C'est votre père qui vous a appris à être libre, et donc du coup... Ben oui. On était sur les barricades dans nos têtes, déjà. Et le problème de la société, à la limite, il était tellement bien décodé par mon père que nous, on n'avait pas besoin de se révolter. On était marginaux partout, en fait. Au niveau littéraire, au niveau de la culture, etc. Être révolutionnaire, c'est vraiment revenir aux sources. Puisque on nous a tout coupé. Notre histoire est coupée. Lui, il est quand même plutôt hétérodo-marxiste, c'est-à-dire qu'il a critiqué Marx, mais tout en ayant quand même des catégories marxistes dans son travail. Est-ce que, ma question très simplement, c'est est-ce que vous pensez être resté plutôt de gauche, parce que lui il était quand même plutôt de gauche, tout en s'en foutant quand même un petit peu, c'est que c'était pas un truc très important pour lui. Il était des deux côtés, c'est-à-dire qu'il était plutôt de gauche avec des valeurs de droite, et de toute façon, sa façon de se situer faisait que quand il se réclamait de la gauche, des valeurs de gauche ou de droite, il était de toute façon critiqué par l'un et l'autre côté. Donc je crois que c'était ça sa raison d'être. C'était d'être du bord où il fallait pas être. Après, qu'on me dise pas que c'est marxiste, révolutionnaire ou pas révolutionnaire, ou les valeurs de gauche, c'était tous ces engagements sociaux, et moi j'étais horrifiée le jour où il nous a dit, parce qu'il nous serrait un peu la ceinture quand même, où il nous a dit que la moitié de son salaire filait à l'église. Ah, je me suis dit, merde alors. Bon, donc c'est ça faisait partie de ces gens, je n'aurais pas dit à mécène, non, mais de ces gens qui donnaient sans compter pour toutes les bonnes causes. Donc c'est ça, être de gauche, quelque part. Et puis tous ces engagements sociaux avec les délinquants, etc. Ouais. L'écologie est une science, ou une... je peux pas dire une science. Si. Oui. C'est une science qui est de l'ordre que moi j'intègre dans l'éthique. Comment on incarne Jacques Ellul? Ah oui. On est décalé. Déjà on est décalé. Et puis comme je vous disais tout à l'heure, on complique tout. Hein, c'est un peu juif ça. On cherche un cheveu un peu sur tout le... sur chaque virgule. Il fallait commencer par dire non, et puis après on commençait à voir si c'était possible de dire oui. Voilà. C'est compliqué, hein. On n'est pas dans la pensée positive, je positive avec Carrefour, hein. C'est difficile là, hein. C'est tout le contraire. Je négativise d'abord pour peut-être... puis après je vois.
je me souviens de mon frère aîné, il avait une 2 chevaux. C'était comme la 2 chevaux de Fernand Reynaud, là, la 2 chevaux de ma sœur. Alors, il arrivait en plein boulevard à Bordeaux, grand boulevard, et le feu étant rouge, il passait, et c'est au milieu du boulevard qu'il regardait, qu'il disait, voilà, c'est une fois qu'on s'est engagé qu'on commence à regarder ce qu'on a fait. Et moi qui étais la petite sœur, évidemment, j'étais émerveillée. Bon, un tel talent. On essaye. J'essaie. Attraper un bol pour Camille, s'il te plaît. Je sais pas si elle mérite un bol. Elle a été sage ou pas cette nuit? Elle a été quand même très sage. Elle a fait la fête toutes les nuits. Merci. Comme dirait Jeanne. Oui, tout à fait. Les puissances et les dominations, c'est cette prise de conscience a développé l'idée de la non-puissance chez lui. Et c'est vrai que ça rejoint le pédagogue, c'est-à-dire que bien sûr qu'il aurait sûrement souhaité que son message crée une transformation profonde, mais il n'avait pas le désir de l'imposer. Ça, c'est fort quand même. Et je pense que nous, on a été très 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 marqués de l'intérieur, évidemment. Mais c'est quand même un bel héritage. Ouais.